26 août 1944. Le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées. Autour du général de Gaulle, des membres du Conseil national de la Résistance, des officiels, la foule, la liesse. Autour encore les véhicules de la 2e division blindée du général Leclerc. Regardez bien, ces véhicules, ces half-tracks, chargés de la sécurité du général. Chacun porte un nom espagnol. Ici, juste à gauche du général, le Don Quichotte. À droite, le half-track Les Pingouins, du sobriquet avec lequel les Français moquent les Espagnols. Enfin, le half-track numéro 40655, le Madrid. Ces véhicules font partie d'une unité d'élite de la 2e DB, la 9e compagnie. Pour tous et pour l'histoire, la Nueve. Leur place en tête de ce cortège historique ne doit rien au hasard. L'homme accoudé à l'avant de son half-track, c'est le capitaine Raymond Dronne, l'un des seuls Français de la compagnie, un Français libre de la première heure. C'est lui qui a conduit les hommes de la Nueve. Dans son journal de route, ce jour-là, il écrit « La compagnie espagnole qui a pénétré la première dans la capitale est à l'honneur. » 2 jours plus tôt, au soir du 24 août, le général Leclerc et sa 2e DB sont stoppés à quelques kilomètres de Paris. Le temps presse. Paris s'est soulevé. Il faut entrer coûte que coûte dans la capitale. Leclerc lance en avant-garde sa 9e compagnie, la Nueve. Quelques heures plus tard, les half-tracks Guadalajara, le Brunete, l'Ebro, le Teruel débouchent sur la place de l'Hôtel de Ville. À leur tête, des républicains espagnols. Ils s'appellent Amado Granell, Fermín Pujol, Ramón Gualda et bien d'autres encore. Pourquoi l'histoire n'a-t-elle pas voulu apprendre leurs noms ? Paris, août 2004. Après 60 ans de silence, la ville de Paris rend son premier hommage à ses libérateurs oubliés. J'invite messieurs Manuel Fernandez et Luis Royo Ibanez, derniers survivants des républicains espagnols engagés dans la 2e DB, à nous rejoindre. Merci. Luis Royo et Manuel Fernandez sont les derniers survivants de cette histoire perdue. Les républicains espagnols n'avaient pas été reconnus comme des libérateurs jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est fait. Vous êtes content de la reconnaissance des Espagnols ? Oui, oui, républicains espagnols, et non pas espagnols, mais républicains espagnols, c'est pas la même chose. Je me promène ici chaque matin. Je marche dans le bois, par un chemin, comme celui-ci. Je reviens ici, je fais le tour du lac, et ça y est, 2 ou 3 kilomètres. Manuel Fernandez vit depuis 10 ans dans sa maison de retraite, en Bretagne. Originaire des Asturies, il n'a pu retourner après-guerre dans son Espagne natale. À la fin de la guerre, j'étais à Paris, dans l'hôpital du Val-de-Grâce. Les Espagnols, nous étions très bien vus par la population française. La preuve, c'est que les gens venaient nous rendre visite à l'hôpital, nous invitaient à manger chez eux,
C'était une façon de dire, voilà les Espagnols qui se sont battus pour nous. Pourquoi l'histoire n'a jamais parlé du rôle des Espagnols? Il s'est passé la même chose qu'avec les Africains, les Polonais et les Belges. Parce que cela ne concernait pas que les Espagnols. Ces gens, ils ont tous été oubliés. On ne sait pas combien de républicains espagnols ont combattu pour la France libre. Plusieurs milliers, sans doute. Sur cette photo, prise en juin 1944, la veille du débarquement, quelques-uns des 150 hommes de la Nueve. À la fin de la guerre, ils ne seront plus que 16. De leur combat meurtrier, il ne reste qu'un seul témoignage, écrit. Les carnets de route de leur chef, le capitaine Drone, que sa fille Colette conserve intacte dans sa maison de la Sarthe. Vous voyez, là j'ai plein de trucs encore. Mais ici, j'ai le carnet de marche de mon père. J'ai ces carnets de marche là. J'ai des choses précieuses ici, si vous voulez. Là, il y a tous les vieux papiers. Il y a ici le double du journal de marche. Vous voyez, force française combattante, 3e bataillon, la 9e compagnie. Tout ce qu'il a écrit concernant la campagne de la Nueve, on l'a là. Sur ces carnets de l'armée américaine, le capitaine Drone a consigné l'incroyable épopée des Espagnols de la Nueve. Mais l'histoire de ces hommes, il fallait la chercher plus loin, aux premières heures de la jeune République espagnole, aux premières heures de leur engagement contre le soulèvement du général Franco. Le capitaine Drone disait que nous étions différents des autres combattants, car nous luttions pour un idéal. Et c'était vrai. Notre idéal, c'était la liberté, et non pas la défense d'un drapeau. C'était un idéal. C'est pas comme quelqu'un qu'on appelle et on lui dit « c'est ton tour d'y aller ». Nous étions des volontaires pour la défense de la liberté, celle que Franco nous avait prise. Toujours avec l'idée que cela nous amènerait à retraverser les Pyrénées et apporter la liberté à l'Espagne. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Avril 1931, la Seconde République espagnole est proclamée. Le peuple espagnol a renversé la monarchie, aboli la féodalité, rejeté le pouvoir absolu des militaires et de l'Église. Manuel a 13 ans. Son village, comme toutes les Asturies, une province minière du nord de l'Espagne, a massivement voté pour la République. J'étais jeune, mais je me souviens encore de ces instants de joie au village. Les gens descendaient des montagnes. C'était comme la liberté qui arrivait. Les voisins venaient à la maison. Mon père descendait à la cave tirer un pichet de vin. Les hommes parlaient, ils débattaient de politique et de l'avenir. C'était une vie paisible, très paisible. Je me souviens quand on a donné le droit de vote aux femmes. Les jeunes filles du village dansaient de bonheur. Elles allaient enfin voter comme les hommes. Je me souviens de tout ça. Moi, je ne votais pas, j'étais trop jeune. Mais je me souviens, je participais comme tous les garçons de mon âge. On assistait aux réunions. Là, il n'y avait pas la police, ni personne pour contrôler. Les réunions se tenaient au milieu de la rue. Les problèmes sont apparus après. Il y avait des mouchards. Et quand les phalangistes sont arrivés, la répression a été terrible.
Ils ont tué des gens qui n'avaient rien fait. Juillet 36, les militaires sortent de leur caserne. À leur tête, le général Franco. En quelques semaines, ils s'emparent d'une bonne moitié de l'Espagne. Le pays se divise. La guerre civile éclate, terrible. Les Asturies de Manuel restent fidèles à la République. Mais très vite, le village de Manuel tombe aux mains des franquistes. Quand cela est arrivé, des gens sont partis résister dans les montagnes. Moi, j'étais en contact avec eux et un jour, ensemble, nous avons décidé de partir. Nous sommes partis à travers les montagnes et nous avons rejoint les rangs des républicains pour faire la guerre, comme tous. Comme des milliers de civils espagnols, Manuel rejoint les rangs d'une armée nouvelle que le gouvernement républicain constitue dans l'urgence. Le Catalan Luis Royo descendra lui aussi les Champs-Élysées le 26 août 1944, au volant du Half-Track le Madrid. Quand la guerre civile embrase la Catalogne, il n'a que 17 ans. Dans la guerre, à un moment donné, la situation devint très difficile. Barcelone était bombardée tous les jours. Des bombes sont tombées à 100 mètres de la maison. J'ai demandé à mon père de signer pour m'engager, car j'étais mineur. La majorité était à 18 ans et j'en avais 17. Mon père ne voulait pas, mais il a fini par signer. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar. Hitler et Mussolini mettent leurs armées au service de Franco. En face, les démocraties, la France et l'Angleterre en tête, tergiversent, puis abandonnent la République espagnole à son sort. Comme un signe précurseur de la guerre éclair qui va bientôt emporter l'Europe, les avions de la Légion Condor s'emparent du ciel d'Espagne. 15 000 officiers de l'armée de l'air nazie vont ainsi se succéder, s'entraîner et répandre la ruine. Ils rasent Guernica, bombardent Madrid, Barcelone et les principales villes de l'Espagne républicaine. Mal équipée, composée principalement de civils, aidée de volontaires venus du monde entier, la République résiste 3 années durant. Chacune de nos percées était un succès. Nous atteignions nos objectifs, mais les Italiens et les Allemands, avec leurs bombardements et leur artillerie, ils nous écrasaient. Les avions détruisaient tout, puis l'artillerie. La montagne prenait feu. Il fallait se planquer dans son trou. Ils avaient tout et nous n'avions rien. Dans la bataille de l'Èbre, on avait des pierres. Nous prenions des grosses pierres, on les basculait sur les pentes. S'ils les recevaient sur la tête, c'était pas mal. C'était des blocs gros comme ça. Moi, des morts phalangistes, je n'en ai jamais vu. Mais les nôtres, oui. Les unes après les autres, les provinces républicaines tombent aux mains des franquistes. Manuel Fernández est capturé. Il est transféré à la prison de Léon. La ville est alors la base arrière de la Légion Condor. Pour Manuel, c'est la première rencontre avec des militaires nazis. À San Marcos de León, nous étions dans une sorte de cour. Ça s'appelait le patio du musée de San Marcos de León. C'était en réalité un camp d'extermination. Presque tous les soirs, on sortait des prisonniers pour les fusiller. Et les Allemands venaient pour nous prendre en photo. Ils obligeaient les prisonniers à baisser leurs pantalons, à faire semblant d'écraser leur pouls. Et eux, avec leurs appareils, ils tentaient de photographier les poux.
Ils nous regardaient comme si on était des animaux. Et de temps en temps, ils nous crachaient au visage. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Février 39, la République est vaincue. C'est la retraite, la retirada. 500 000 réfugiés franchissent les cols des Pyrénées. Ils piétinent sur la frontière. Parmi eux, 150 000 soldats de l'armée républicaine défaite. Les Français accueillent mal ces Espagnols qui viennent troubler la paix fragile négociée avec Hitler à Munich quelques mois plus tôt. Quand on a rejoint la frontière française, il neigeait beaucoup, au moins 60 cm. On nous a mis dans un champ où les vaches mangeaient et chiaient. Il y avait le tech, avec l'eau de la fonte des neiges. Si tu te lavais dedans, tu gelais. Le gouvernement français abandonne ces réfugiés, sans abri, à même le sable de la Méditerranée, derrière des barbelés solidement gardés. En France, il n'y avait pas de camp, il n'y avait rien. Ce sont les Espagnols qui ont construit les baraques, avec le bois qu'on leur donnait. Quand le camp d'Agde a été prêt, on nous y a emmenés. On était 125 dans chaque baraque. Tu sais ce que c'est que d'être enfermé là-dedans toute la journée? Certains attrapaient les mouches. Il y avait des gars qui avaient laissé femmes et enfants en Espagne. Sans aucune nouvelle, ils ne pouvaient plus vivre. Ils devenaient fous. Pour ces républicains, l'urgence est malgré tout ailleurs que dans leurs conditions de vie. Ils ont vu la puissance allemande. Le plus tôt les démocraties se décideront à l'affronter, le mieux ce sera. Nombreux sont les Espagnols qui demandent à s'engager dans l'armée française. Ce 14 juillet 1939, ils défilent en rang serré pour convaincre les officiers français de leur discipline militaire. En vain, l'état-major français préférera se passer de ses soldats pourtant aguerris. Seule la Légion étrangère leur ouvre ses portes comme elle le fait pour les Allemands, les Polonais, les Autrichiens, juifs le plus souvent, qui depuis plusieurs mois fuient le péril nazi. 10 000 républicains espagnols s'engagent. D'autres Espagnols intègrent les compagnies de travailleurs étrangers. Ils participent à la fortification de la ligne Maginot sur les frontières de l'Est de la France. Mai 1940. Alors qu'en France, l'Allemagne lance sa grande offensive, Manuel parvient à s'évader des prisons de Léon. J'avais une dent contre les Allemands. En France, c'était la guerre. C'était donc l'occasion de me venger, ni plus ni moins. Quand j'ai eu l'occasion, quand l'opportunité de passer la frontière s'est présentée, je l'ai fait. Et au lendemain de mon arrivée, j'étais déjà dans une caserne. Je ne suis pas venu en France pour être enfermé dans un camp. Non, non. Que venez-vous faire ici? Je viens faire la guerre. Au bout de 8 jours, on m'a envoyé au front avec la Légion étrangère. Sur le front, les régiments de fantassins aux ordres de généraux dépassés sont écrasés par l'aviation et les blindés allemands. Ces officiers français qui, quelques mois plus tôt, moquaient les républicains espagnols chaussés d'espadrilles, ont tenu moins de 5 semaines devant la Wehrmacht. Ça a été pour moi la plus grande désillusion de ma vie. Il y a eu des moments où je pleurais comme un gosse. Je me suis échappé d'Espagne et ici je vais tomber dans les bras des Allemands. On ne voyait aucune organisation dans l'armée. Aucun officier avec l'envie de se battre. On ne faisait que courir, courir.
courir en arrière. Chacun voulant sauver sa peau. Les femmes, les enfants, tout le monde était sur les routes. Je me disais, où est-ce que j'ai mis les pieds? Cette fois, je vais me faire prendre pour de bon. Le 17 juin 1940, le gouvernement français demande l'armistice. En Allemagne, les stalags enferment bientôt plus d'1 million de prisonniers de guerre. Manuel Parchand s'échappe à la captivité. Le gouvernement français refuse aux Espagnols le statut de combattant de l'armée française. Livrés aux nazis, 7500 d'entre eux sont transportés au camp de Mauthausen. Ces Espagnols sont les premiers déportés de France. 6000 y trouveront la mort. Hitler convoque les militaires français à Compiègne, au nord de Paris, pour signer l'armistice. Contre toute attente, il propose que l'armée française garde 100 000 hommes et une partie de ses cadres. En échange, le gouvernement français accepte le principe de la collaboration avec le vainqueur allemand. À Vichy, le maréchal Pétain forme un gouvernement composé de nombreux militaires pour diriger une France désormais neutralisée. À Londres, De Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre au moment de l'offensive allemande, est le seul général à appeler à continuer le combat. 2000 soldats seulement le rejoignent. Parmi ceux qui s'appellent désormais les Français libres, 300 légionnaires espagnols. En France, la situation des réfugiés républicains devient difficile. Suspects aux yeux du gouvernement Pétain, beaucoup se retrouvent à nouveau enfermés dans des camps de rétention avant d'être remis aux franquistes, souvent condamnés à une mort certaine. Les gendarmes nous ont dit c'est l'Allemagne ou l'Espagne. J'avais combattu les Allemands en Espagne, j'avais échappé à la mort 3 ou 4 fois, je ne voulais donc pas finir en Allemagne. Et je ne pouvais pas rentrer en Espagne. Que pouvais-je faire d'autre? Je serais bien parti en Angleterre, mais on m'en empêchait. Alors j'ai rejoint la Légion étrangère. Nombreux sont les combattants de la guerre d'Espagne qui se font oublier dans ce qui reste de la Légion étrangère. Je m'appelais Dupont. J'étais au port sur le point d'embarquer quand soudain on fait « Comment vous appelez-vous » J'ai dit Dupont, je suis français, je m'appelle Dupont. Les Allemands qui contrôlaient ne pouvaient pas entendre l'accent espagnol, les Italiens non plus. Alors je suis monté à bord d'un bateau, le Marigot. Nous dormions sur le pont. De Marseille, il a fallu 3 jours pour rejoindre Oran. L'Afrique du Nord est devenue une seconde France où se côtoient des réfugiés en provenance de toute l'Europe. Parmi eux, de nombreux Espagnols qui ont traversé la Méditerranée à la fin de la guerre civile. La plupart ont fini internés dans des camps éparpillés aux abords du Sahara. Outre les Espagnols, des communistes, des gaullistes sont amenés dans ces camps punitifs par les autorités de Vichy. Sur ces photos, une équipe de travail sur le chantier du transsaharien, dont traverses et rails se perdent dans le désert. Le 8 novembre 1942, tout bascule. Les alliés anglo-américains débarquent sur les côtes d'Afrique du Nord. Première étape dans l'offensive contre les puissances de l'Axe. L'armée d'armistice est au pied du mur. Sera-t-elle fidèle à Pétain ou rejoindra-t-elle les Alliés? Pour aller combattre les Américains, il fallait faire plus de 100 km. Et on nous a envoyés à pied. Avant d'arriver au front, tout était déjà fini. Aussi bref que meurtriers, ces affrontements provoquent 2000 morts. Mais l'armée d'armistice bascule enfin du côté des Alliés. Nos officiers ont fait volte-face du jour au lendemain. Parce qu'ils étaient tous pour Pétain. Mais quand les Américains ont débarqué, ils ont retourné leur veste pour se ranger du côté des Américains.
Alors l'armée française a été réorganisée pour s'unir aux Américains et combattre les Allemands. C'est alors que je me suis dit, voilà mon occasion. Manuel fait partie des 3000 légionnaires que le général Giraud envoie à la va-vite sur le front tunisien épauler les Alliés. Face à eux, l'Africa Corps du maréchal Rommel, considéré comme la meilleure armée du monde. Nous étions armés et habillés comme en 14-18, avec un fusil qui la plupart du temps ne marchait pas, parce que trop vieux. Le jour où on a été attaqué par les parachutistes de Rommel, les officiers criaient « À la baïonnette! À la baïonnette! La baïonnette au canon !» Là oui, là je me suis vengé. C'était du corps à corps. Je n'avais jamais vu ça. Des gens transpercés par des baïonnettes. À mon côté, il y avait un gars armé d'une mitraillette. Il est tombé mort d'une balle en pleine tête. J'ai jeté mon fusil et j'ai pris sa mitraillette. Avec ça, au moins, je pourrais me défendre. Et en effet, je me suis bien défendu. Mais il n'y avait qu'un fusil mitrailleur pour 20 soldats. Beaucoup sont tombés, des blessés, des morts, d'autres faits prisonniers. On a été pris comme des rats. Moi j'étais blessé, mais j'ai pu m'enfuir, la nuit. C'est le premier fait d'armes de Manuel. 2000 légionnaires tomberont dans cette offensive. Après un mois de convalescence, je suis reparti sur le front. Quand je suis arrivé sur le front, le sergent m'a dit « Fernandez, tu tombes bien, on donne l'assaut cette nuit. » Là a débuté l'attaque finale, jusqu'à la capitulation totale des Allemands. La campagne de Tunisie s'achève en mai sur une victoire décisive. La défaite des Allemands est retentissante. 170 000 hommes de l'Africa Corps sont faits prisonniers par les Alliés. Les voir à même le sol, comme on était nous autrefois, exactement la même chose, je les ai vus écraser leurs poux, comme nous l'avions fait. Ça a été une véritable revanche. Tunis, 5 mai 43. Les ennemis d'hier défilent ensemble. Anciens de l'armée de Vichy et Français libres du général de Gaulle. Manuel est dans le carré de la Légion étrangère. Il est suivi par le corps Front d'Afrique, des anciens résistants, des apatrides, des républicains espagnols, tous indésirables dans l'armée il y a peu encore. Aujourd'hui, héros d'une victoire qui leur doit beaucoup. Les Français libres, ensuite. Ils sont au centre de toutes les attentions. Ils sont pressentis pour constituer la seule division française qui débarquera en Normandie. Mais Leclerc, leur chef, est soucieux. Il a besoin de 15 000 hommes. Il n'en dispose que de 4 000. Il a dû se séparer de ses combattants les plus valeureux. Les Américains ne voulaient pas de soldats noirs dans les troupes du débarquement en Europe. Ils ne voulaient que des blancs. Mais la colonne Leclerc, ce qu'on appelait la colonne Leclerc, c'était le régiment de marche du Tchad. Les soldats noirs de Leclerc, les premiers soldats de la France libre, privés de leurs uniformes, regagnent humiliés leur village. Mai 43. De Gaulle arrive de Londres. Qui prendra le commandement de l'armée de libération? De Gaulle ou le général Giraud à la tête de l'ex-armée vichiste d'Afrique? Je voulais combattre aux côtés de Leclerc, tu comprends? Je l'avais toujours voulu, car pour moi, De Gaulle était un homme qui n'avait jamais accepté le compromis avec les Allemands. Il n'avait pas accepté, comme moi, qui n'avait pas accepté Franco. Les idées de Gaulle, à l'époque, correspondaient plus avec les nôtres que celles des autres officiers qui avaient suivi Pétain.
Les officiers de la Légion, ils nous considéraient comme des rouges, des révolutionnaires, des rebelles. Par exemple, nous avions des gradés qui nous disaient « Ici, t'es pas en Espagne. Ici, on ne vient pas faire la révolution. » Il fallait se taire. Tandis que les officiers de Gaulle, c'était le contraire. Tu as fait la guerre d'Espagne? Oui, bravo. Des deux côtés de la nouvelle armée française, c'est la course au recrutement. Les officiers recruteurs cherchaient des Espagnols, car nous avions déjà une certaine expérience. Non seulement nous avions fait la guerre en Espagne, mais on avait tous fait la campagne de Tunisie. On n'était plus des Bleus, quoi. Manuel Fernández, Luis Royo et beaucoup d'autres Espagnols de la Légion et des corps francs n'hésitent pas. Ils désertent les rangs de leur compagnie, jusque-là sous l'autorité du général Giraud, et rejoignent le général Leclerc sur les plages algériennes. À nouveau ensemble, les anciens républicains espagnols retrouvent l'esprit de 36. Nous, on était attirés par les idées de Gaulle d'abord. Et aussi parce que c'était une unité espagnole. Un noyau dur se constitue où figurent des partisans emblématiques de la guerre civile. Il y a là le Canarien Miguel Campos, un ancien de la colonne anarchiste de Durruti. Il y a l'architecte Madrilène Bamba, devenu lieutenant dans les corps francs d'Afrique. Il y a le Valencien Amado Granel, un officier supérieur de l'armée républicaine. Il a guidé les Américains lors du débarquement d'Afrique du Nord. Et d'autres encore. La Nueve est née. Pour commander cette unité pas comme les autres, Leclerc choisit le capitaine Raymond Dronne, un gaulliste de la première heure. Celui-ci écrit « C'est le général Leclerc en personne qui m'avait confié les volontaires espagnols. Ils font peur à tout le monde, me dit-il. Ce sont de beaux soldats, vous vous en arrangerez. » Il y avait des anarchistes, des socialistes et des républicains modérés et quelques ultra-durs du chef anarchiste Durruti. Ils étaient tous anti-franquistes et anti-nazis. Dans le speech que je leur fis, je leur parlais du gouvernement provisoire de la République française. Vous êtes le premier Français qui nous parle de République depuis 1940. Et ils m'adoptèrent d'emblée. Armes lourdes, camions, chars, véhicules blindés, des milliers de tonnes d'équipements américains sont acheminés sur les plages marocaines pour la 2e division blindée de Leclerc. La Nueve allait tous les jours à Casablanca chercher notre équipement. On vidait les caisses qui arrivaient des bateaux, on montait le matériel, enfin tout ce qu'il y avait à faire. Quand les Américains sont arrivés, ils ont tout apporté. On allait enfin combattre à armes égales avec les Allemands. Avec ce matériel, on les aura. La Nueve est un orchestre avec de bons musiciens et avec de bons instruments, disait Fabregas. Il ajoutait, si nous avions eu ça en Espagne. À un moment, Granel, qui s'activait partout, a dit on pourrait baptiser nos blindés. Les autres lui ont répondu d'accord, on va leur donner les noms des batailles de la guerre d'Espagne. C'est ainsi qu'il y eut Brunette, Guernica, Madrid, Lèbres et Don Quichotte. Avril 1944, les 15 000 combattants de la 2e DB embarquent à Casablanca. C'est une armée atypique, les volontaires étrangers y sont nombreux. Des Espagnols, des Grecs, des Italiens, des Polonais, des Latino-Américains. Comme l'a dit Manuel, ces hommes ne défendaient pas un drapeau, mais un idéal. Ils voguent vers l'Angleterre, ultime escale avant le débarquement en France. Je garde un souvenir incroyable de l'Angleterre. Ça ne peut pas être mieux. Nous avons vécu 3 mois là-bas. Tout le monde, les femmes, les hommes, tous étaient attentifs à nous. C'était fantastique. Il y avait les bals du samedi soir et du dimanche après-midi. Il y avait des clubs.
On était affiliés à un club. On y allait tous. On s'amusait, on dansait. J'allais très souvent à la ville de Hall pour acheter du parfum, de la bariantine, du savon, plein de trucs. Les Anglais nous disaient « Qui veut aller à Hall ?» Moi. J'avais une petite fiancée là-bas, elle s'appelait Jean Farrow. Si j'avais eu une situation, je l'aurais bien épousée. « 6 juin 44. C'est d'Angleterre que Manuel, Luis Royo et leurs compagnons de la 2e DB assistent aux premières heures du jour le plus long. Je m'en souviens. La nuit du débarquement, le ciel anglais était noir d'avions. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Nous le regardions, c'était une nuit claire. Les avions arrivaient de partout, se rassemblaient et passaient. Et nous, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont ramasser, les Allemands? Ça n'a pas arrêté. Toute la nuit. 2 mois plus tard, le 4 août, c'est à leur tour de débarquer. Drone écrit « 4 août 1944 ». Les opérations de débarquement débutent à 8 heures. À 13 heures, nous touchons le sol de France aux environs de la plage de la Madeleine. Un moment d'émotion. Nous avons débarqué à pied. Je me souviens que je voyais des gars qui sortaient derrière nous. Il y en avait qui tombaient à genoux, qui embrassaient le sable, des choses comme ça. Je me souviens d'un groupe qui est arrivé. Ils se sont mis à jouer de l'accordéon. D'autres chantaient. En même temps, les Américains manœuvraient avec les véhicules amphibies. Ils débarquaient le matériel des bateaux. C'était énorme. Ça faisait peur. Au loin, on entendait les coups de canon tonner. Parce que quand on est arrivé, les Allemands étaient en pleine offensive. Depuis le 6 juin, les armées alliées rencontrent une forte résistance. 200 000 hommes de la Wehrmacht sont retranchés au sud de Caen. Ils empêchent la progression des Alliés. Les 15 000 hommes de la 2e DB ont reçu l'ordre du commandement interallié de contourner les Allemands par le sud et d'engager le combat. Mais Leclerc a reçu un autre ordre de mission, du général de Gaulle cette fois. Il doit entrer le premier dans Paris, avant les Américains. La 2e DB fonce sur Le Mans, libère Alençon le 12 août et accroche le flanc de l'armée ennemie aux environs des Couchés. Dans ses carnets, Drone écrit « Samedi 12 août 1944. La compagnie est au premier échelon avec les chars de tête. Nous recevons l'ordre de foncer sur Écouché. » Écouché, c'était un merdier. Il y avait des Allemands partout. Devant, un peu plus loin, ils se retranchaient vers la vallée, dans la forêt. La Nueve était au centre du dispositif, sur le pont de la route de Flers, la route qui vient de la mer et qui va à Paris. Nous fermions le passage. Il y avait des sentiers, des chemins, et les Allemands tentaient de sortir par là pour fuir vers Paris. Il y avait là 80 000 Allemands, on nous l'avait dit. Il fallait leur couper la retraite. C'est la première vraie bataille de la 2e DB sur le sol français. La Nueve est à l'avant-garde des combats. 6 jours de feu et de sang dans le village des Couchés. Drone, en soldat, rapporte les faits d'armes de ses troupes. Miguel Campos s'infiltre avec sa section à plus de 3 km à l'intérieur des lignes ennemies, attaque une position SS et sans éprouver la moindre perte, capture 129 prisonniers, délivre 8 Américains, prisonniers des Allemands, et ramène un butin important, 13 véhicules, 5 voitures à chenilles et une remorque.
Pour Manuel, la grande bataille des couchés sera la dernière. Nous étions à l'abri derrière les tanks et nous mangions un plat qu'une femme nous avait apporté. C'était de l'agneau aux haricots. Imaginez, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien mangé de pareil. C'est alors que mon lieutenant arrive et me dit « T'es fou? Tu laisses ta mitrailleuse sans surveillance ?» J'avais laissé la mitrailleuse un peu plus loin. Mais il n'y avait rien. L'un de nous voulait y aller, je lui ai dit « Laisse, j'y vais. » Et j'y suis allé avec la cuillère dans la main. Juste au moment où j'arrive à ma mitrailleuse, je vois une voiture qui essaie de passer. J'ai commencé à tirer et c'est là que j'ai reçu un coup de canon. Et là, ça a été la fin de mon aventure. Manuel est grièvement blessé. 6 combattants de la Nueve, 5 Espagnols et un Russe des brigades internationales reposent au petit cimetière des couchés. « 19 août. La bataille des couchés est finie, mais la route de Paris n'est pas encore ouverte. Leclerc ne peut obtenir des Américains la permission d'attaquer la capitale. Pour des raisons stratégiques, les Alliés préfèrent que les troupes contournent Paris pour prendre de vitesse l'ennemi qui reflue vers l'Allemagne. Pour De Gaulle, la libération de Paris est un enjeu fondamental. Il parvient à fléchir Eisenhower. Le 23 août, la division Leclerc peut foncer sur Paris insurgé. Malgré quelques accrochages, les 4000 véhicules de la 2e DB parcourent 210 km dans une ambiance de liesse. Dans la course, le Madrid, le half-track de Gualda, que pilote Royo, perd une chenille. J'ai mis la traction avant et j'ai continué, avec la jante sur le pavé. Leclerc m'a arrêté sèchement. Faites réparer. Je lui ai dit, je voudrais aller jusqu'à Paris. Il restait 10 km, et s'il fallait combattre, on le ferait. Non, non, non. Préparez tout de suite. Sortez le drapeau et mettez-le en berne. Mais Leclerc doit à son tour s'arrêter. À 15 km de la porte d'Italie, la 2e DB piétine devant une défense allemande imprévue. Leclerc est inquiet. La 4e division américaine risque bien de le doubler en pénétrant la première dans Paris. Dans la capitale, l'insurrection a commencé depuis le 19 août. 20 000 soldats allemands tiennent encore les points névralgiques. Les insurgés menés par les forces françaises de l'intérieur, principalement des communistes, ont pris la préfecture, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement et les commissariats. Pour Leclerc, pas d'autre choix. La 2e DB doit passer à tout prix. Dans la soirée du 24, il tente son va-tout. À la croix de Berny, il trouve Drone. Le général me saisit par le bras. Drone, filez droit sur Paris. Entrez dans Paris. Prenez ce que vous trouverez. Faites vite. J'étais là quand Leclerc a donné l'ordre. Il a dit, Drone, vous partez. Vous allez entrer dans Paris. Vous leur direz que demain, toute la division sera là. J'ai vu partir 2 sections de la Nueve, et nous, on est restés là en panne, comme des idiots. La Nueve du capitaine Drone et ses 120 hommes s'ébranlent aux alentours de 19h30. La colonne Drone entre dans l'histoire. Une centaine d'Espagnols, une dizaine de half-track, 3 chars empruntés à leur compagnie d'origine. Ici Pierre Schaeffer, je suis dûment mandaté pour requérir messieurs les curés de faire sonner immédiatement les cloches à toute volée pour annoncer l'entrée des Alliés à Paris. Il est 21h20. Le Guadalajara arrive devant l'hôtel de ville. L'une des rares images qui témoignent de la présence des Espagnols. Une autre image. Le half-track Teruel. Sur le drapeau, on distingue les bandes horizontales de la bannière républicaine. Une autre archive exceptionnelle, un film sonore. Sans doute au matin du 25 août, le capitaine Drone donne ses ordres à son second.
Amado Granel. Les archives. Alors, les archives, nous allons passer par ici. Par ici, jusqu'à quel endroit à peu près? Alors, nous sommes la colonne ici. Alors, vous laissez la colonne ici. Alors, c'est ça votre commandement. Nous donnez votre officier adjoint deux chars de ce côté. Amado Granel est à la droite de l'image. À gauche, on distingue le sergent Martin Bernal, un ex-torero. Paris arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Paris est libéré. La photo d'Amado Granel fait la une des journaux. Mais c'est une histoire différente qui s'écrit. Le capitaine Drone est devenu Braun et le blindé Guadalajara est devenu le Charles Romilly. Réécoutons jusqu'au bout le discours historique de De Gaulle à l'Hôtel de Ville. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Quelle place pouvait-il encore rester pour les républicains espagnols et les autres volontaires étrangers? La guerre n'est pas terminée pour autant. L'Europe attend sa libération. Les affrontements les plus rudes sont à venir. La Nueve y laisse un lourd tribut. 40 morts, 110 blessés entre Paris et les plaines d'Alsace. En mai 45, suprême revanche. Les derniers républicains espagnols de la Nueve montent à l'assaut du nid d'aigle d'Hitler. La longue marche pour la liberté va bientôt s'arrêter, plus tôt que prévu pour les républicains espagnols. Notre but était de faire la guerre contre Franco. Mais avant Franco, il fallait s'occuper d'Hitler et de Mussolini. Se débarrasser d'eux d'abord, et de Franco après. Avec Hitler défait et Mussolini pendu, si nous retournions en armes en Espagne, Franco serait tombé. La logique de la guerre froide l'impose. Le généralissime Franco est épargné. Le dictateur de l'Espagne devient l'allié du monde libre. Amère victoire pour les combattants de la liberté. Nous tous, nous avons cru que nous allions retourner en Espagne, que Franco allait tomber, qu'on allait rentrer. On se foutait du reste. Finalement, la plupart des camarades sont morts sans revoir l'Espagne. Après 8 années de combat, les survivants de la Nueve demeurent des étrangers dans cette France qu'ils ont contribué à libérer. Comble de l'absurde, après la guerre, Luis Royo doit prouver qu'en désertant Vichy, il a servi la France. Quand j'ai voulu prendre la nationalité française, ils m'ont demandé mes papiers militaires. J'ai dit que j'avais combattu avec le général de Gaulle. Alors, ils ont contacté la Légion étrangère à Meknès. Meknès a renvoyé les papiers. Tiens, il m'avait jugé en mon absence. Désertion à l'intérieur en temps de guerre le 13 août 1943. J'avais été condamné à 10 ans de prison. Il faudra l'intervention du capitaine Drone pour que Luis échappe à la prison. Regarde, c'est du 25 août 1944, ma condamnation, le jour de la libération de Paris. C'est drôle, non? Ici, c'est ma femme, quand elle vivait ici, à Roulant. Ici, c'est la famille. Et là, c'est la photo du général Leclerc. Je l'ai toujours ici, avec moi.
Manuel, vous regrettez votre engagement? Non. Non, je ne regrette rien. Nous avons fait notre devoir. Nous sommes allés au bout de nos idées. Et s'il fallait recommencer, nous le referions à nouveau. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ça va, oui. Pourquoi je me suis intéressée à l'exil républicain espagnol et quand? Je m'y suis intéressée en fait au milieu des années 70. Au milieu des années 70, à une époque où personne ne s'y intéressait beaucoup. Alors qu'est-ce qui m'a amenée à m'y intéresser? C'est que j'avais été nommée dans cette maison, la BDIC, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, comme conservateur chargé du secteur espagnol et latino-américain. Et j'ai essayé de découvrir un petit peu quelles étaient les collections dans ce domaine. Et j'ai été frappée par l'extrême abondance des publications éditées par les républicains espagnols en France. Et j'ai souhaité à ce moment-là faire un travail de recherche sur l'exil républicain espagnol. Et je suis allée voir un historien français, un grand historien spécialiste de l'Espagne, Pierre Villard. Et lorsque je lui ai parlé de ce sujet, lui qui avait travaillé sur la guerre d'Espagne, m'a regardé avec un grand étonnement en me disant « mais sur l'exil républicain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ». Voilà. Alors, j'ai quand même... Et très vite, il n'a plus suivi mon travail. Je l'ai repris ce travail de recherche quelques années après, et là aussi, ça suscitait toujours une grande indifférence, jusqu'à ce que j'arrive à m'intégrer dans un groupe de recherche animé par Pierre Milza, à Sciences Po, et qui, lui, en tant que grand spécialiste de l'histoire des migrations, s'est intéressé au sujet. Et il était d'ailleurs en train de préparer un colloque, le premier colloque en France sur les Espagnols et les Italiens, puisqu'ils étaient comparés, Espagnols et Italiens, en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là, effectivement, en faisant ces recherches, j'ai fait une thèse de doctorat, en faisant ces recherches, que j'ai découvert la forte présence des Espagnols dans la résistance, pendant l'occupation de la France, et puis aussi dans la deuxième division blindée du général Leclerc. Mais cela a été finalement très, très tardif, à la fin des années 80. À la fin des années 80.
Mais en France, il n'y avait rien aussi il y avait très peu de choses qui avaient été écrites de la part de Français. Beaucoup de publications avaient été faites par des républicains espagnols, mais plutôt des témoignages, mais l'étude historique en français, il n'y en avait pas. En 1960, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat sur l'armée de l'armistice, il y avait 15 ans. C'était 15 ans après la fin de la guerre. Je suis même un peu étonné que mon directeur de thèse a accepté ce sujet. La France était, à l'époque, les archives françaises étaient plus fermées pour la période récente, période contemporaine, qu'en Angleterre ou aux États-Unis, et pour l'Allemagne, les archives ont été capturées par les Alliés, donc tout était ouvert. Toute l'histoire, toutes les archives allemandes étaient complètement accessibles. Sous le régime de l'armistice, les Allemands ont installé dans chaque région militaire de la France, occupée et non occupée, une équipe d'inspection des officiers allemands qui faisaient des tournées, qui visitaient les unités de l'armée de l'armistice et qui parlaient aux officiers. Et leurs archives sont précieuses pour l'état d'esprit, pour l'organisation, pour beaucoup de choses. En même temps, j'avais accès aux rapports des attachés militaires américains qui avaient parlé aux officiers de l'armée de l'armistice. Donc on a des paroles de l'époque qui ne sont pas repensées après la guerre, les paroles de l'époque, dans les deux cas. Et j'ai trouvé ça suffisant pour former une image de l'armée. Mais il est vrai qu'on ne voit pas là l'armée de la libération, c'est l'armée de l'armistice dont il s'agissait. Donc, franchement, je ne savais rien de la Nueve. C'était tout nouveau pour moi, ce sujet. On ne travaille jamais seul. Et en mettant en place les collections, et un musée, c'est pas quelque chose de poussiéreux et qui stagne. Hein. C'est quelque chose qui doit évoluer avec l'histoire, qui doit évoluer avec l'apport de collection. Et c'est en discutant avec l'ami espagnol Evelyn Mesquida, qui travaillait beaucoup sur la Nueve, que moi j'ai pu identifier, d'abord parce qu'elle nous en a fait cadeau pour le musée, la une du journal Libération. Parce que moi, des visus, je ne savais pas que c'était Amado Gramel sur la photo aux côtés de Marcel Fouret. L'histoire est faite de la somme des connaissances. Et donc c'est comme ça qu'on a progressé. Et là, tout récemment, puisqu'on a changé tous les originaux dans le musée, eh bien, très fièrement, on a mis la une de Libération dans la vitrine consacrée à la Libération de Paris, dans le musée du Général Leclerc, pour montrer la diversité, si vous voulez. Et que chaque travail que nous faisons, exposition temporaire ou colloque, est l'occasion d'apprendre davantage. Ça n'est pas figé, l'histoire. En travaillant pour mon doctorat d'État sur l'Afrique du Nord, 1939-1945, évidemment, dans mon travail, les républicains espagnols, moi, me sont connus. Pourquoi ? Parce qu'ils représentaient une proportion tout à fait importante parmi les 15 000 prisonniers politiques qu'il y avait dans les camps d'internement d'Afrique du Nord en novembre 1942, lorsque il y a le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie. La plupart étaient des réfugiés à l'issue de la retirada, hein, il y a quand même beaucoup de républicains espagnols qui se réfugient en Afrique du Nord, hein, au lendemain de la défaite républicaine, dont l'amiral Buisard, hein, qui va s'engager dans le corps franc d'Afrique. Et donc cette population des camps, je l'ai étudiée pendant de nombreuses années et encore maintenant. J'étais français libre, j'ai su à l'époque qu'il y avait des Espagnols dans les bataillons et les unités de la France libre. Et puis j'ai su naturellement que les Espagnols étaient arrivés en avant-garde devant Notre-Dame dans ce détachement avancé envoyé par Leclerc et conduit par drone. Mais
le fait que des Espagnols se soient battus sur tous les fronts, dans toutes les unités françaises, avec Koenig, avec Leclerc, à Bir Hakeim, et puis à Paris, tout cela semble la vérité étrangement oublié aujourd'hui, et je dois dire que c'est pour moi quelque chose de très choquant. Cet oubli qui fait suite à la conduite, il faut le dire, honteuse, qui a été celle des gouvernements de Daladier, et puis des gouvernements de Pétain à l'égard des Espagnols réfugiés en France. Cet oubli est quelque chose qu'il faudrait surmonter et dont il faut sortir. Là, ce sont les collections de Libération pour la semaine de l'insurrection. C'est-à-dire qu'à partir du 21 août 1944, la presse de la Résistance peut paraître au grand jour. C'est la Renaissance, c'est la naissance de l'agence France-Presse. Et donc là, c'est une une de Libération du 25 août 1944 qui a été réalisée par un journaliste du mouvement Libération que nous connaissons, M. Bedel. Et la photo est intéressante parce que elle relate l'arrivée de la colonne du capitaine Drone la veille devant l'hôtel de ville. Alors la une est intéressante parce qu'elle comporte une erreur, le capitaine Braun au lieu du capitaine Drone. Et sur la photo, il y a Amado Granel, qui est l'adjoint du capitaine Drone au sein de la Nueve. Comme vous dites en espagnol, Están los olvidados. C'est le titre d'un ouvrage. Mais j'allais vous dire qu'en même temps, on le savait. Sur l'instant, les Parisiens en ont bien eu connaissance, puisque, si vous voulez, dans les souvenirs des Parisiens, et j'ai interviewé M. Bedel, qui est toujours de ce monde, le journaliste résistant, et qu'ils étaient étonnés d'entendre parler espagnol. Je ne sais pas qui a placé ces Espagnols dans les premiers rangs du défilé. C'était derrière De Gaulle. Est-ce qu'il voyait même qui étaient les premiers soldats qui le suivaient? Je n'en sais rien. Mais c'était certainement pas la vision de l'armée de libération qu'il voulait présenter à ses concitoyens. Je crois que le général de Gaulle comprenait très bien la nécessité d'unifier la nation française après ces années de division, et il voulait créer une histoire qui serait à la fois une vision unifiée d'un peuple qui avait été divisé, mais en même temps une image dont les Français pourraient être fiers. Ils voulaient, je ne veux pas dire créer, mais mettre le poids sur ces parties de l'histoire qui sont à l'honneur de cette nation qui était vaincue péniblement en 1940 et qui avait participé à sa propre libération, mais qui n'avait pas libéré le pays tout seul. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par la France écrit son histoire dès les lendemains de la guerre. Elle l'écrit d'une façon très particulière dans les années 1945, 1946, 1947 et dans les années suivantes. Il y a deux mémoires qui dominent la France à cette époque-là, la mémoire gaulliste bien sûr et la mémoire communiste. Ces deux mémoires de l'histoire française ont pour point commun de
de faire valoir que la résistance a été l'œuvre d'une majorité de la population, soit derrière un chef prestigieux, De Gaulle, soit derrière un parti d'avant-garde, le Parti communiste. Le fameux discours de Gaulle à l'Hôtel de Ville en août 1944, Paris libéré par elle-même, est très, très évocateur. La France a besoin de donner l'image d'un pays qui a été majoritairement résistant, qui a lutté contre l'occupant et de ce fait, la mémoire nationale qui est en train de se construire au lendemain de la guerre exclut le rôle des étrangers. Par rapport aux Espagnols, s'est ajouté le fait que la Deuxième Guerre mondiale, comme on le sait, a entraîné la chute d'Hitler et de Mussolini, mais elle n'a pas du tout entraîné celle de Franco. Aucun des pays victorieux de la guerre mondiale ne veut remettre en cause le statu quo en Espagne. Ni les Anglais, ni les Américains. Et l'Union soviétique, pas plus. Elle sait très bien, elle le sait depuis longtemps, que la majeure partie des républicains espagnols ne sont pas communistes. Les communistes représentent qu'une petite partie des républicains espagnols. La grande majorité sont des anarchistes ou des socialistes. Donc très vite, la guerre froide va faire que l'Espagne franquiste va peu à peu rentrer dans les organisations internationales, à l'UNESCO en 1952, à l'ONU en 1955. Et le rôle des républicains espagnols va être complètement oublié pendant des années. La retirada correspond à l'énorme vague d'exode qui s'est produite au moment de la prise de la Catalogne au mois de janvier 1939. Là, ce sont à partir de la prise de Barcelone le 26 janvier 1939, ce sont près de 500 000 personnes qui se pressent à la frontière française. Des civils, femmes, enfants, des personnes âgées, et très vite rejoints par les militaires de l'armée républicaine. Ils se pressent à la frontière. Alors pourquoi ? C'est parce que depuis 1936, à chaque fois que les franquistes prenaient possession d'une région, ça a été le cas au Pays Basque en 1936, ça a été le cas en 1937 dans le Nord, ça a été le cas dans différentes régions. À chaque fois, il y avait une répression terrible qui était exercée par les troupes franquistes. Et au moment où les franquistes s'emparent de la Catalogne, il y a un vent de panique terrible qui fait que toutes les personnes qui avaient soutenu la République se sont sentis menacés et ont cherché refuge en France. Depuis avril 1938, depuis la dislocation du Front populaire, les gouvernements successifs avaient pris toute une série de mesures pour surveiller, contrôler, réprimer les étrangers. Depuis 1932 à peu près, la France était entrée dans une phase de repli, elle qui était le premier pays d'immigration au monde, qui avait accueilli aussi bien des travailleurs que des réfugiés de très nombreux pays, était en train de se replier, de se refermer. La xénophobie était très importante. Les syndicats ouvriers eux-mêmes demandaient une préférence nationale pour l'emploi.
Et à partir de 1938, d'avril 1938, les gouvernements ont pris acte de tout cela et ont pris toute une série de mesures répressives pour contrôler les étrangers et ce que l'on appelait les étrangers indésirables. Des décrets ont été pris en mai 1938 et ensuite en novembre 1938 pour prévoir l'internement de ces étrangers indésirables, des étrangers qui n'avaient plus la protection de leur pays d'origine et qui n'avaient pas d'autre pays pour les accueillir que la France. Beaucoup de réfugiés arrivent par les postes frontières des Pyrénées-Orientales. Donc les hommes en âge de porter les armes sont conduits vers des camps, mais qui n'existent pas encore. Les premiers camps à être ouverts sont ceux d'Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien. Il n'y a rien sur ces plages, il n'y a rien, à part des barbelés que l'on vient de mettre, et il n'y a ni baraque, ni moyens élémentaires d'hygiène, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien sur les plages, sauf des barbelés pour délimiter un espace et des troupes notamment des différents corps de troupes, gendarmes, gardes mobiles et surtout troupes coloniales pour garder les camps. Il y a Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès, Gurs, le Vernet d'Ariège, Sept-Fonds, pour ne citer que les principaux. Au début mars 1939, il y a 275 000 internés dans les camps. 275 000 internés. C'est énorme. Il n'y a pas eu de volonté d'exterminer les républicains espagnols, mais il y a eu de fait, par les mauvaises conditions sanitaires, des épidémies importantes. Par exemple, à Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne, pourtant un camp plutôt relativement protégé entre guillemets dans la mesure où il était réservé aux ouvriers spécialisés, dans lequel les usines d'armement venaient chercher des spécialistes. Il y a à proximité un cimetière qui a été organisé, disons, par les autorités et puis ces dernières années restauré par des descendants de républicains. Et il y a presque une centaine de tombes. La guerre d'Espagne a été le prologue et le champ d'expérimentation tactique et stratégique de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que certains ont voulu voir, mais malheureusement pas tous. Ces Espagnols qui sont arrivés en France étaient des hommes qui avaient combattu pour la République, mais qui avaient été aux prises avec, il ne faut pas l'oublier, avec les Italiens de Mussolini, et qui avaient subi aussi les coups des Allemands, puisque ce sont les avions de Franco qui ont détruit Guernica. Guernica, cette ville basque ou des Asturies, qui a été détruite en 1937 par l'aviation allemande, et sur laquelle, fait tout à fait extraordinaire, une grande partie de la presse française de l'époque a fait le silence. 75 francs, on estime que 75% des Français de l'époque ont ignoré que Guernica avait été détruit par des avions allemands. C'est une chose extraordinaire. Donc ces Espagnols qui sont venus en France étaient animés de sentiments vigoureux
républicains, antifranquistes, mais aussi très conscients les premiers de ce que représentait l'engagement allemand, l'engagement italien et la menace que représentait à ce moment le nazisme et le fascisme italien pour toute l'Europe et pour les libertés communes. Les républicains espagnols qui ont vécu cette guerre et devant les événements qui se précipitent en France et en Europe dans le courant de l'année 1939, ils voient qu'ils ont conscience qu'une guerre beaucoup plus importante, une guerre mondiale est sur le point de se déclencher. Et ils ont à cœur, malgré l'accueil reçu dans les camps, dans ces fameux camps, de montrer qu'ils ont qu'ils sont à la fois prêts à se battre et qu'ils ont une sorte de reconnaissance, malgré tout, pour le passé de la France, pas par rapport à la France qui les a mal accueillis, mais par rapport à la France des droits de l'homme. Beaucoup de républicains espagnols avaient demandé à s'engager dans l'armée française. Et ils auraient souhaité qu'il y ait des unités régulières espagnoles dans l'armée française, comme il y en a eu pour les Polonais et les Tchèques. Mais la France n'a pas voulu. La France n'a pas voulu. Profonde méfiance pour les républicains espagnols et aussi désir de ne pas s'aliéner Franco. Il y a des lettres magnifiques, par exemple, d'un certain nombre d'internés à Argelès en septembre 1939, qui proposent leur service à la France et qui veulent s'engager dans l'armée française. Mais ils voulaient s'engager dans une unité régulière. Oui. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité d'engagement militaire que la Légion étrangère. La méfiance à l'égard du communisme était si profonde à l'égard des Espagnols qu'on suspectait de communisme qu'ils ont été finalement mal utilisés, maltraités et très progressivement intégrés à l'armée française ou à l'économie française, puisque finalement, en 1940, quand les Allemands sont arrivés en France, les 100 000 miliciens étaient intégrés ou soit à l'économie, soit à l'armée française. Il y avait beaucoup d'Espagnols dans la Légion, et notamment dans la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui a combattu en Norvège. Et que c'est vrai aussi qu'il faut partir de là. Mais les travaux de Geneviève Dreyfus-Armand, Jean-Louis Crémieux-Briac le reprennent très bien, en faisant le point des pertes pendant la campagne de France, puisqu'il y a 5000 Espagnols, ce sont les chiffres, et sans doute peut-être à affiner, qui ont été tués, et parmi eux, une centaine dans la campagne de Norvège. Il y a ceux qui sont faits prisonniers et qui vont être envoyés directement à Mauthausen, avec la volonté et les ordres très précis, il y a une thèse là-dessus, de les exterminer. Le sort qui leur est réservé, rouge, politique, est tout aussi dramatique que pour les prisonniers de guerre soviétiques, puisqu'on estime sur les 7288 Espagnols qui ont été à Mauthausen, 64% ont été exterminés. Donc c'est beaucoup. Il faut savoir que le gouvernement de Vichy ne leur a pas et n'a pas voulu intervenir pour leur reconnaître le statut de prisonnier de guerre. Et donc c'est ainsi qu'ils se retrouvent
envoyés directement à Mauthausen. Les républicains espagnols seront les premiers déportés en Allemagne, dans des camps de concentration à partir d'août 1940. Ce seront les premiers déportés à partir de la France. Aujourd'hui, les spécialistes disent que, vu en 1939, les deux armées face à face, la victoire allemande n'était pas absolument prédestinée. Mais la raison, il y a plusieurs raisons pour la défaite. La raison principale, c'est que le général Gamelin a eu la très mauvaise idée d'envoyer les meilleures unités, pas seulement en Belgique, mais jusqu'en Hollande, jusqu'au sud de la Hollande, pour rencontrer les armées allemandes loin de la terre française. On voulait se battre sur la terre de quelqu'un d'autre. Cette fois, imaginant que les armées allemandes suivraient le même trajet qu'en 1914, donc les meilleures unités étaient loin au nord, il n'y avait pas suffisamment d'unités de manœuvre pour combler un trou si, par hasard, un trou s'ouvrait. Le fait que les unités allemandes, l'attaque principale est arrivée par les Ardennes, avec les unités de deuxième rang, même de troisième rang en face, et que ces unités françaises n'ont pas pu tenir le terrain, et qu'il n'y avait pas d'unité de manœuvre pour combler le trou. Cette attaque allemande a semé une confusion extraordinaire dans l'armée française et un sentiment d'effondrement qui a détruit le moral complètement. Mais il y avait d'autres problèmes. Il y avait certainement une relation entre l'armée française et la République qui était difficile. Le corps d'officiers était généralement à droite. Il pensait que le Front populaire était responsable pour ce qui manquait du point de vue d'armement. Il serait plus exact à dire que c'est la politique économique pendant la dépression qui consiste à équilibrer le budget, ne pas beaucoup dépenser. Le budget militaire a beaucoup baissé. Jusqu'au moment quand les Allemands se réarmaient frénétiquement, les Français baissaient les dépenses militaires. C'était plutôt les conservateurs, même le maréchal Pétain, qui a accepté ça, et non pas le Front populaire, qui commençait à dépenser plus d'argent, créer un déficit dans le budget pour se réarmer. Mais dans la vue, dans le point de vue, dans la pensée des officiers de carrière, le Front populaire était dangereux. C'était les gens qui n'étaient pas vraiment des patriotes. Donc il y avait certainement une division à l'intérieur du pays qui n'était pas très, très favorable à un esprit unifié contre l'ennemi. L'armée française a été écrasée militairement par la stratégie allemande à laquelle elle n'était absolument pas préparée. On n'avait rien compris à ce que De Gaulle, ou pas voulu comprendre ce que De Gaulle avait, lui, très, très, très lucidement prévu. Et il faut voir que l'écrasement a été tel que personne ne protestait contre l'armistice. L'armistice était quelque chose l'arrêt des combats était quelque chose d'indispensable. Et pour les soldats et pour moi qui étais militaire, nous n'imaginons pas autre chose, pas d'autre solution que cet armistice. En juin 1940, le général de Gaulle commence à organiser, de rassembler autour de lui tous les Français qui refusent l'armistice,
qui refuse absolument le nazisme et qui cherche à continuer le combat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui répondent à l'appel, et surtout, il y a très très peu d'officiers de profession qui répondent à l'appel. Pour la plupart, dans la métropole, presque tous les officiers ont accepté l'armistice. Ils ont même trouvé qu'il y avait, dans la situation de la France après l'armistice, certains avantages. Et c'était exactement ce que Hitler cherchait. Nous savons très précisément ce que Hitler avait en tête, parce qu'il a tout expliqué à Mussolini. Ils se sont rencontrés, Hitler et Mussolini, le 18 juin. Mussolini, qui était entré tardivement dans le combat, voulait s'en saisir tout de suite des territoires français. Et Hitler lui a expliqué que ça serait très bête, parce que l'idéal, ce serait de persuader aux Français de s'administrer eux-mêmes et de garder eux-mêmes une condition de neutralité. Hitler avait une priorité en juin 40, c'était l'Angleterre. Il voulait en finir avec l'Angleterre, il voulait que les Français restent neutres avec un minimum de dépenses par l'Allemagne. Donc tout ça, c'était son calcul. Il était à l'époque capable de décisions stratégiques assez subtiles, assez sophistiquées, et c'était son calcul. Et ce calcul rencontrait assez bien un certain nombre de préoccupations du côté français. Les officiers voulaient maintenir l'ordre, ils avaient peur que la défaite allait provoquer une révolution, comme la défaite de 1870. Donc ils étaient contents d'avoir une armée pour former l'esprit de la population, pour maintenir l'ordre. Ils étaient contents d'avoir une zone non occupée, ils étaient contents que la flotte n'était pas, la flotte ne passait pas aux mains des Allemands. Donc ils ont finalement accepté l'armistice comme un moindre mal. Cet armistice, alors, a eu pour conséquence de mettre le maréchal Pétain au pouvoir et de donner le pouvoir aux militaires. Car le maréchal Pétain, donc, a supprimé la République, le Parlement français s'est effondré et lui a donné tous les pouvoirs. Personne n'imaginait que le maréchal Pétain, sauf dans des milieux très bien informés, que le maréchal Pétain était en réalité un personnage qui était devenu, dans son grand âge, d'une ambition extrême, et d'autre part, politiquement orienté, alors qu'il avait été considéré pendant des dizaines d'années comme un général républicain. Et c'est le seul maréchal républicain de France, disait-on. C'est ce que me disait mon père. Donc il y a eu sur le fait du maréchal Pétain, la personne du maréchal Pétain, une escroquerie, car on attendait de lui que ce vainqueur de Verdun, considéré comme républicain, soit le sauveur, du moins le bouclier qui résisterait aux Allemands. Or, ça n'a pas du tout été ça. Il s'est engagé dans une politique de la collaboration, dans une politique de plus en plus autoritaire qui a abouti finalement à une situation dictatoriale. Et dans un premier temps, pour dessaisir tous les anciens politiques, il a donné le pouvoir des militaires. Il a pris comme ministre un certain nombre de militaires et il a nommé préfet dans un certain nombre de régions de France des généraux et des amiraux. La plupart des officiers de profession, et certainement ceux qui occupent des postes importants dans l'armée de l'armistice, s'accommodent aussi à l'idéologie de Vichy. L'idéologie de Vichy n'est pas tout simplement l'importation des valeurs nazies, mais l'idéologie de Vichy vient des divisions de la France entre les deux guerres. Et c'est un peu l'opposition au Front populaire, opposition au pacifisme d'une partie de la gauche, opposition à la position du Front populaire sur les questions sociales
et politique. Et les officiers voyaient dans l'idéologie de Vichy une façon de refaire l'esprit des Français d'une façon beaucoup plus unifiée, beaucoup plus obéissante, beaucoup plus hiérarchique, plus religieuse, et tout qui était opposé au Front populaire. Alors, vu de ce point de vue, les gaullistes ne sont pas tout simplement des gens qui refusent les ordres du maréchal Pétain, mais ils sont des traîtres, ils sont des gens qui font obstacle à cette mission si importante de l'armée à recréer une France unifiée et forte et autoritaire. Et même chose pour les réfugiés espagnols, ils sont dangereux, ils sont de gauche, ils sont liés au Front populaire, ils sont semeurs de division et pour l'armée de l'armistice, ils sont dangereux. Alors, le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent au Maroc et en Algérie. Grâce à l'intervention des résistants, Alger est neutralisé. C'est une réussite. Mais à Oran et au Maroc, c'est un échec parce que le général Bétoir, qui est acquis à la résistance, a cru bon de prévenir le général Noguès, pensant qu'à l'annonce du débarquement anglo-américain, tout naturellement, il ne réagirait pas, il les accueillerait, et il n'en est rien. Hein. Le bilan, c'est quand même 1825 tués, ça n'est pas rien. L'armée d'Afrique et ce haut responsable, que ce soit le général Noguès au Maroc, l'amiral Michelier, ou à Oran, le général Boisseau, et à Alger, le général Juin, ont obéi aux ordres du gouvernement de Vichy de se défendre contre quiconque. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Le quiconque incluait les Alliés, et c'est le cas. Après une résistance assez sérieuse, qui a duré quelques jours par les forces françaises de Vichy en Afrique du Nord, les Américains ont pu s'établir en Afrique du Nord. Et cette arrivée des troupes alliées sur la porte de l'Europe, sur la porte sud de l'Europe, a une signification énorme. Jusqu'à ce moment-là, beaucoup de gens pourraient croire que Hitler allait gagner, ou au moins que la guerre se terminerait par une négociation, où la France pourrait peut-être jouer un rôle important comme pont entre les deux combattants. Mais après novembre 42, janvier, février 43, il devenait beaucoup plus difficile à croire que Hitler allait gagner. Donc à ce moment-là, deuxième événement, un événement lié à cela, c'est la dissolution de l'armée de l'armistice. Hitler occupe le reste de la France. La zone non occupée reste légalement intacte, mais dans la pratique, les soldats allemands occupent tout le pays et l'armée de l'armistice est dissoute à la fin de novembre. Et cette armée qui retenait une très grande partie des officiers de carrière loyale au maréchal Pétain, ce lien entre les officiers et le régime de Vichy est rompu. Et en ce qui concerne les 100 000 ou les 120 000 hommes et officiers de l'armée de l'Afrique du Nord, cette armée bascule globalement dans ce qui va devenir l'armée française de la libération.
Le problème, c'est que cette armée de l'Afrique du Nord, idéologiquement, reste attachée aux valeurs de Vichy. Ils ont décidé à reprendre les armes contre Hitler, mais ils pensent qu'ils le font au nom du maréchal Pétain. C'est une fiction complète, mais ils prétendent de reprendre la lutte au nom du maréchal Pétain. La campagne de Tunisie, c'est le retour de l'armée d'Afrique dans la guerre, aux côtés des Alliés, et le corps franc d'Afrique. Et à partir de février 1943, c'est le retour aussi et l'arrivée des forces françaises libres en Tunisie, puisque la colonne Leclerc pénètre en Tunisie au début du mois de février et fait la jonction avec d'autres forces à Ghadamès au préalable et participe aux opérations, mais sous le commandement des Britanniques. Sachant que pendant la campagne de Tunisie, les Français libres ne combattent pas avec l'armée d'Afrique, mais dans des commandements différents. Il n'y a pas mariage. Le général de Gaulle arrive avec l'autorité et donc c'est sous ces auspices qu'on va créer une armée de libération, mais on a des éléments très différents. Comment créer de toutes ces parts une force militaire convenable? On va créer plusieurs forces armées. Il y aura les unités qui vont se battre en Italie sous le général Juin. Là, c'est principalement l'armée de l'Afrique du Nord. Puis, il y a l'armée qui va débarquer le 15 août 1944 dans le sud de la France, sous le général de Latte de Tassigny. Ça aussi, ces forces... Ces unités viennent principalement aussi de l'armée de l'Afrique du Nord. Et finalement, il y a la 2e division blindée qui va participer à la libération de Paris, de la France, à partir de Normandie. La France participe à sa propre libération, comme le général de Gaulle le voulait, et on a donc une armée de libération. Mais puisque l'armée de l'Afrique du Nord forme le tronc principal de cette armée de libération, du point de vue numérique, l'armée de libération est très loin d'être tout simplement les Français libres, renforcés par des volontaires, des dissidents, des résistants, etc. On a donc une armée de libération formée où les officiers viennent numériquement, dans la majorité numérique de l'armée de l'armistice et surtout de l'armée coloniale de l'armistice. Après la libération, il y a une épuration du corps d'officiers, comme il y a une épuration de tous les corps de la société et des professions, et on va éliminer tous les officiers qui n'ont pas résisté, qui n'ont pas participé à l'armée de la libération, Donc, un grand nombre d'officiers qui sont dans la métropole sont obligés de quitter l'armée en 1945, mais on a, pour former le cœur du corps d'officiers d'après-guerre, on a surtout, numériquement majoritaire, les officiers de l'armée de l'Afrique du Nord qui ont été maréchalistes et qui ont participé à la guerre en Italie et au débarquement dans le sud de la France, donc qui ne tombent pas sur le coup de l'épuration.
Et ils se sont échappés de l'épuration, ils sont rentrés dans la guerre à partir de novembre 1942. Mais le résultat, c'est que le corps d'officiers de l'armée française de l'après-guerre est constitué de façon prépondérante d'anciens officiers de l'armée de Vichy, qui sont passés par l'Afrique du Nord, qui sont rentrés dans la guerre par l'arrivée des Américains en Afrique du Nord. Et pas seulement des officiers de Vichy, mais des officiers de l'armée coloniale de Vichy, qui aura certainement son importance quand la France entre en 1946 dans l'époque de la décolonisation. Alors les Allemands sont arrivés en Tunisie, c'est urgent d'aller les combattre et il faut utiliser les armes et les forces armées qu'on a. Donc il y a la petite armée américaine qui manque d'expérience et qui ne fait pas très bien dans cette campagne. Il y a l'armée de l'Afrique qui fait assez bien, mais il y a aussi le général Giraud, qui a été choisi par les Américains pour conduire ces opérations, mais qui est refusé par les officiers maréchalistes de l'armée de l'Afrique. Le général Giraud forme le corps franc de l'Afrique, avec tous les éléments qui seraient susceptibles de se battre contre les Allemands, mais qui ne font pas partie de l'armée de l'Afrique du Nord. Cette unité est singulière, elle est composée de tout ce que l'on ne veut pas dans l'armée d'Afrique. Des résistants qui ont aidé les Alliés, des Juifs, parce que dire que la révolution nationale est maintenue dans son esprit est peu à dire, parce qu'on ne veut pas que les Juifs se prévalent de décorations hautes pour retrouver la nationalité française qu'ils ont perdue à l'issue de l'abolition du décret Crémieux le 7 octobre 1940. Donc de pionniers, de résistants et en l'occurrence de républicains espagnols. On estime à quelque 30% le nombre de républicains espagnols qui ont rejoint le corps franc d'Afrique parce qu'ils s'y retrouvent. C'est une unité singulière. C'est une unité qui n'a pas à voir avec l'armée d'Afrique, qui est engagée en Tunisie et qui est composée au fond de personnes qui ont tous le même idéal. Ils ont été résistants, ils sont résistants, ils passent là dans la phase d'engagement au combat, d'engagement volontaire au combat, et tous se retrouvent. Et lors de sa formation, la 2e division blindée absorbe un tiers des effectifs du corps franc d'Afrique. La boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est intéressant d'étudier et de voir vers quelles unités ils se sont engagés, les républicains espagnols. Alors en majorité, c'est le régiment de marche du Tchad, qui tient son origine au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad. C'est l'origine français libre. C'est aussi dans le régiment de marche des spahis marocains. Et tout ceci, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que l'engagement dans la France libre, c'est aussi l'engagement dans la résistance, et tout de suite, très tôt, la résistance extérieure. Et des hommes jouent des rôles clés. Et parmi eux, il y a le commandant Putz, qui a combattu dans les brigades internationales en Espagne, et pour lesquelles les républicains espagnols ont une admiration sans nom. Et il est vrai aussi que dans l'engagement des hommes, il y a l'engagement du chef, que ce soit Amado Granel qui a entraîné avec lui des républicains espagnols dans la 2e DB,
et en l'occurrence dans le 3e bataillon du régiment de marche du Tchad, dont une compagnie est dirigée par drone, et de même que Granel joue ce rôle-là comme Putz. Ce sont des fers de lance en quelque sorte, et que se retrouve un engagement qui est la lutte jusqu'à la libération non seulement de la France, mais la capitulation allemande. J'y tiens beaucoup à ces carnets-là, si vous voulez, parce que ce sont vraiment les doubles de ce qu'il a fait, où on retrouve au jour le jour. C'est difficile à lire parce que ça passe. Là, on voit les propositions d'avancement pour le grade de sergent-chef, Gualda Ramon. Vous pouvez le dire, qu'est-ce qu'il dit? Oui, pour le grade de sergent-chef, sergent Gualda Ramon, chef de groupe très courageux, entraîneur d'hommes. Moi, j'aimais beaucoup Gualda. C'est vrai, vous l'avez connu? Oh oui, très bien. Gualda, c'était un Andalou, rond comme ça, voyez. Et il avait... C'est lui qui me disait longtemps après-guerre, ah, Coletzi, tú sabes, si podía volver 2 días solamente en mi pueblo, con una ametralladora, y me muero feliz. Cortés, Castillo Carrasco, Campos Miguel. Campos a fait la campagne de Tunisie d'une manière très brillante. Chef de section possédant des qualités de combattant extraordinaires. Le 14 août a effectué un coup de main audacieux à plus de 3 km à l'intérieur des lignes ennemies. Il partait tout seul, sans éprouver la moindre perte, a capturé 129 personnes, délivré 8 Américains, prisonniers des Allemands, et ramassé un butin important, 13 véhicules automobiles et une remorque. Il parlait des Campos, votre père? Oui, oui, oui. Il croyait qu'il était mort ou qu'il était parti en Espagne? Dans son livre, il dit qu'il pense qu'il est mort dans un fossé tout seul après cette affaire. Les autres Espagnols pensaient qu'il était parti en Espagne. On ne l'a jamais su. On ne l'a jamais su. Mon père avait l'air de pencher pour le fait qu'il n'aurait pas déserté et que, comme il avait cette habitude de partir tout seul, faire des raids absolument étonnants, il s'est fait prendre en Alsace. C'est l'écurie. Voilà. Ici, j'ai beaucoup de choses à retrier, à reprendre, mais je n'ai rien jeté. Donc, normalement, je dois tout retrouver, ce qui peut avoir vraiment de l'intérêt. C'est là qu'il dit à mon père, foncez sur Paris. Passez par où vous voudrez. Et là aussi? Alors là, ça va être la 9. Attendez. Qu'est-ce que j'ai là comme photo? C'est écrit par mon père. 25 août, à l'Arc de Triomphe, avant la descente des Champs-Élysées. De Gaulle et Koenig devant la 9e compagnie.
Et là, Garcés, Bernal, Martin. Donc De Gaulle passant la 9e compagnie. Et il y a une croix, oui. Il est là, Bernal. Neuvième compagnie, tués et blessés. Liste des tués pendant la campagne de France jusqu'au 31 décembre 1944. Donc après, il y a ceux d'après 1944, d'après le 31 décembre, et ça doit être la lettre de Dehaen. Alors voilà. Voilà la liste des tués de la 9e compagnie avec les cimetières où ils sont enterrés. La Nueve, l'histoire des Espagnols. Donc, jusqu'au 31 décembre 1944, 34 tués, 73 blessés et disparus pour la 9. Ils ont vraiment été en première ligne. Et c'est pas étonnant qu'ils aient eu beaucoup de morts. Donc, en se résumant pour la 9, 39 ou 40 tués, 102 blessés, 39 pieds gelés, 1 disparu. Il s'agit de Campos. Et je pense qu'il n'est pas disparu pour tous. Ne serait-il pas à Tanger ?